Donc le débrief virus, d'abord on a eu des communications sur les nouveaux traitements et ça on va répéter la présentation qu'a fait Stan tout à l'heure, enfin hier, sur l'intérêt des nouveaux traitements pangénotypiques qui vont être disponibles cette année et notamment l'analyse poolée chez les patients non cirrhotiques qui montrent des excellents résultats des traitements de 8 semaines par rapport aux traitements de 12 semaines, simplement avec le petit bémol que pour les G3, c'est de patients qui sont tous naïfs de traitement et qu'on sait que le G3 Treatment Experience, on a quelques petites interrogations sur la durée du traitement. La présentation qui a été faite par Christophe sur la même combinaison pangénotypique chez les patients en échec d'un antiviraux direct montre très clairement que, globalement, chez les patients qui sont en échec d'IP seul, les résultats sont excellents. S'ils sont en échec d'un S5A seul, c'est aussi excellent à 12 et 7 semaines, mais clairement, chez les patients qui sont en échec à la fois d'une combinaison IP plus anti-NS5A, là, les résultats sont suboptimaux et cette combinaison ne sera pas indiquée pour les échecs en AVD dans cette situation. Ensuite, on a eu pas mal de présentations sur la vraie vie qui ont été faites en poster. La première, c'est les effets indésirables graves dans la cohorte hépataire sous AVD, avec un total 2859 événements indésirables graves qui ont été rapportés à la pharmacovigilance de l'ANRS, et essentiellement, donc, de façon non étonnante par rapport entre les patients traités ou non traités par AVD. Il y a un certain nombre de choses qui ressortent. Il y a eu des cas, 35 cas d'arythmie qui sont survenus chez les patients sous AVD, 34 à base de sofosbuvir, et 25 d'entre eux est associés à des médicaments cardiotropes, ce qui est illustré dans la figure qui est ici, avec simplement un cas dans lequel il n'y avait pas d'amiodarone qui avait été impliqué. Et enfin, 3 cas d'hypertension artérielle pulmonaire ont été rapportés chez des patients cirrhotiques traités par AVD, et un seul cas a été considéré comme lié à la combinaison sofosbuvir, daclatazivir, ciméprevir, ribavirine, et 2 cas possiblement reliés à une cause non médicamenteuse. Donc des événements qui sont un profil qui est relativement rassurant, avec ce qui ne vous étonnera pas en termes de cause de décès, essentiellement des tumeurs malignes qui sont associées au décès des patients. Ensuite, on a eu aussi le rapport de la vraie vie sauf Lady dans la cohorte hépataire avec 1267 patients traités, essentiellement des génotypes 1, de façon assez surprenante, quelques génotypes 2 et 3. Et là, les résultats sont excellents avec un taux de réponse qui est aux alentours de 95% pour l'ensemble de la cohorte et 94% chez les cirrhotiques. Et avec un message qui est que l'analyse multivariée ne montrait pas que ni l'addition de ribavirine ni l'extension du traitement à 24 semaines n'augmentait la RVS avec une excellente tolérance. Mais la ribavirine est évidemment associée à une augmentation des arrêts prématurés, 8% versus 2%. Ensuite, on a eu les rapports des cohortes françaises, en fait, des différentes combinaisons qui sont actuellement utilisées, que ce soit la 3D d'AbbVie avec ribavirine 12 ou 24 semaines dans la cohorte Topaz, qui est une cohorte internationale dans laquelle 120 patients français ont été inclus, des patients non cirrhotiques, un résultat qui est excellent et comparable à ce qu'est aux études de phase 3, avec un taux de réponse de l'ordre de 96%, 94% chez les patients de génotype 1A et 98% chez les patients de génotype 1B. Et dans cette étude, il montrait qu'il y avait une régression partielle de l'élasticité, une diminution de l'élasticité hépatique en fin de suivi, avec 52 semaines après l'arrêt du traitement, un bénéfice qui était plus fréquemment observé chez les patients qui avaient initialement des fibroses sévères. Pour l'association Grazoprevir-Elbasvir, il y a eu la communication des insuffisants rénaux chroniques traités en France. La figure est très claire. Vous voyez, c'est 97 patients, je la lis pour vous, qui ont été traités. 93 ont été traités par Grazo-Elba, avec là aussi une excellente réponse que les patients soient hémodialysés ou non hémodialysés, avec une RVS de 96,6%. Ensuite, il y a eu un rapport fait par Denis sur les AVD en pratique libérale, avec une comparaison intéressante parce qu'elle est dans le temps entre les premières époques, c'est-à-dire entre janvier et octobre 2014, et la dernière entre juin 2016 et mai 2017. Ce qu'on s'aperçoit, c'est d'une part que le nombre de patients cirrhotiques diminue de façon considérable. On passe de 65% dans la première période à 13% dans la dernière période. La distribution génotypique est relativement stable à travers le temps et la RVS augmente progressivement de 90,7, c'est-à-dire 91%, à 97% dans la dernière période, témoignant simplement des progrès des thérapeutiques que nous avons actuellement à disposition, avec des rapports sur les premières molécules pangénotypiques EPCLUSA rapportées chez 18 patients.
De façon intéressante, au Congrès, il y a eu aussi l'expérience des traitements par générique qui a été rapportée par nos amis algériens. Et Nabil Desbi a présenté les résultats des 132 premiers patients algériens traités par leur combinaison, par leur générique, à la fois générique de sofosbuvir et ensuite générique de sofoledi, et avec là aussi des résultats des traitements de 12 à 24 semaines et des résultats qui sont excellents, que ce soit pour les traitements par sofosbuvir, PEC plus Riba, ou plus récemment par les traitements Sofriba ou Harvoni, avec Harvoni générique, 93% de réponse. Les retraitements des échecs dans la vraie vie, là, il y a eu 2 communications. La première a été rapportée par Laurent Alric, qui a rapporté l'expérience nationale du retraitement par sofosbuvir, grazoprevir et elbasvir chez les patients qui étaient rechuteurs après un premier traitement par AVD. Il s'agissait de 17 patients en échec d'AVD, essentiellement des patients qui avaient été traités par soit Sofled, soit Sofdaclatazvir, avec une majorité de patients qui avaient une fibrose sévère, 65%, essentiellement des patients de génotype 1, 2 patients de génotype 3 et 2 patients de génotype 4, des durées de traitement qui étaient variables, 12 semaines, 16 semaines et 24 semaines, avec une prédilection pour les traitements prolongés 16 et 24 semaines, 16 patients, et une RVS qui parle d'elle-même 100%, donc toute analyse ultérieure a peu d'intérêt. On a aussi eu la communication des premiers travaux sur la combinaison glécaprevir-piprantazvir dans l'ATU chez les 25 patients qui ont été traités dans l'ATU française. Avec là, ça nous laisse un peu sur notre faim parce que ce qui est plus intéressant, ça va être de voir les résultats des quelques patients qui ont été traités par sofosbuvir, glécaprevir et piprantazvir. Pour l'instant, c'est uniquement GP dans cette ATU. Et vous voyez que les résultats sont de 6 patients sur 8 qui ont une réponse soutenue, et avec des patients, les 2 patients non répondeurs étant des patients cirrhotiques, dont l'un avait une comorbidité et avec des degrés de fibrose qui étaient, de cirrhose qui étaient relativement sévère pour l'un d'entre eux, puisqu'il avait un fibroscan à 48. Et des patients qui étaient en échec et qui, pour l'un d'entre eux, a échappé et pour l'autre, a rechuté. Ensuite, il y a eu un certain nombre de communications sous forme de posters qui ont eu trait à un certain nombre de problèmes et de solutions qui ont été apportées dans la vraie vie, puisqu'on a bien vu que le problème était le diagnostic et la prise en charge des patients. Alors, il y a eu un travail qui a été fait par l'équipe de Rouen sur la rupture de suivi des patients VHC. Ils sont intéressés à savoir quel était le devenir et la caractéristique des patients qui, avant ou après guérison, étaient perdus de vue dans les services. Alors, de façon assez attendue, le fait d'avoir une addiction actuelle ou passée était un facteur prédictif de rupture de suivi, mais ils ont remarqué que 14% de leurs patients étaient en rupture de suivi spécialisée à 2 ans. Et les perdus de vue étaient majoritairement des patients virémiques, donc pas des patients traités, et la fibrose était parfois évoluée. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, la précarité sociale et l'addiction étaient des facteurs importants de risque de rupture de suivi. Et ça veut simplement dire qu'il faut qu'on envisage dans la prise en charge de nos patients des situations un petit peu différentes suivant ces différentes caractéristiques. Et c'est toute l'importance de l'éducation thérapeutique et de l'accompagnement des traitements actuellement du VHC qui deviennent de plus en plus simples, mais qui ont besoin d'être accompagnés, et surtout que les patients ont besoin d'être suivis après, car dans cette cohorte, un certain nombre de patients graves, en fait, étaient en rupture de suivi, ce qui pose un problème par rapport à la survenue du CHC. Ensuite, il y a un travail très intéressant rapporté par l'équipe de Montpellier, par Hélène Denadieu-Rigol, sur la prise en charge réelle dans l'Exapa, et en montrant que cette prise en charge pouvait être perfectible. Et en fait, c'est une enquête qui a duré 1 mois, qui a été faite au sein de 4 XAPA de la région montpelliéraine, et qui a eu pour but de voir si les patients avaient accès au diagnostic de l'hépatite C et quels étaient accès au traitement et accès à un suivi. De façon intéressante, 15% des patients régulièrement suivis dans cette structure n'avaient jamais été dépistés. Et les patients non dépistés étaient évidemment plus facilement sans domicile fixe et venus dans le centre pour un mésusage d'alcool et de tabac. Et ce qui veut dire que, suivant l'arrivée des patients dans les centres, en fait, on ne pense pas forcément à faire un diagnostic d'hépatite C. Les résultats qualitatifs, en fait, on s'apercevait qu'au niveau du dépistage, il y avait peu de propositions, que ce dépistage était loin d'être systématique, qu'il y avait une perception subjective du risque et un manque de moyens sur place pour l'effectuer, ce qui veut dire que ça regroupe l'ensemble des problèmes qui se posent. C'est d'abord convaincre l'ensemble des participants et des acteurs de ces centres que l'hépatite C est un problème, qu'il faut faire un dépistage systématique, et ensuite arriver à donner les moyens matériels pour pouvoir les réaliser.
Accès au traitement, donc il y a des problèmes de notion de temporalité, il n'y a pas de possibilité sur place, notion de priorité, donc ça pose tout le problème de l'extension et de l'ouverture au traitement de ces centres et la possibilité de prescrire tout sur place et de tout donner sur place. Et pour le traitement, il y a évidemment toujours la peur des effets indésirables et les problèmes d'accès aux droits et la mobilité réduite. Donc globalement, si on regarde cette étude, l'accès au traitement reste faible. On estime qu'à 55%, le taux de patients VHC positifs qui n'ont pas encore eu accès au traitement contre l'hépatite C. Donc il y a un gros travail à faire en termes de modification de représentation des soignants et des patients, et ce travail est en cours et on peut espérer du coup une amélioration des chiffres dans les futurs, en sachant que ces données ont été faites par l'équipe de Montpellier qui est particulièrement impliquée dans la prise en charge de l'Exapa. Donc on n'a pas affaire à des gens qui ont découvert l'Exapa maintenant, et donc ça montre bien tout le temps qui est nécessaire pour implémenter ceci au niveau des différents centres. Ensuite, il y a eu un très beau travail qui a été présenté par Camille Barrault et par Régine Trochy sur le suivi des patients addicts après RVS. Est-ce qu'on fait bien et est-ce qu'on peut faire mieux? Ces 80 patients qui étaient en addiction essentiellement alcoolique, qui ont été plus ou moins sevrés, qui ont été traités par antiviraux directs avec un taux de réponse de 92,5%, et ils sont intéressés au suivi après traitement en termes d'échographie semestrielle, de consultation des pathologies et de consultation de l'addictologie. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'à 1 an, en fait, on a 77% des patients qui restent dans le suivi addictologique, 73% dans le suivi pathologique. Et en termes de dépistage du CHC, on tombe à 53% des patients qui ont un suivi. Et dans cette étude, il y a eu quand même 5 hépatocarcinomes qui ont été observés, dont un décès. Et en fait, quand on regarde les facteurs associés à cette perte du suivi addictologique ou suivi hépatologique, il y a un certain nombre de facteurs qui sont associés. Par exemple, pour le suivi pathologique, eh bien, le fait d'avoir eu un sevrage avant traitement, un logement stable et une activité professionnelle favorise en fait le maintien du suivi pathologique. Et donc, ça pose donc les questions de l'adaptation de notre mode de suivi au statut social des gens, et ce qui est très important au niveau de la prise en charge individualisée des patients. L'équipe de Strasbourg a étudié l'impact du surpoids sur la fibrose hépatique et le dépistage du virus chez les usagers de substances psychoactives. De façon un peu attendue, je trouve, 42% de ces patients étaient en surpoids, et évidemment le surpoids avait un impact important sur la fibrose. Mais plus intéressant, ils sont aperçus que le surpoids avait un impact sur le dépistage des 3 virus, et globalement les patients qui étaient en surpoids étaient moins souvent dépistés que les patients qui n'avaient pas de surpoids. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, là aussi, pour lequel il faut modifier nos attitudes, essayer d'avoir une étude un peu différente par rapport à l'évaluation de ces patients. Un résultat très, très positif et très encourageant de l'étude de l'équipe de Lille, qui a été managée par Valérie, et Valérie manage tout. Et en prison, en fait, à Lille, ils ont fait une enquête entre janvier et décembre 2016. 1572 patients, hommes, ont été incarcérés. Ils ne sont pas patients, ils sont simplement incarcérés. 82% ont accepté la consultation et la chirurgie à l'arrivée, donc un taux quand même qui est très impressionnant. Et sur cette population de 1293 patients, il y avait 87 patients qui étaient anticorps anti-VHC positifs, 6,7%, mais dont simplement 2,3% étaient ARN du virus C positif. Les autres étaient soit des patients qui étaient guéris, pour une grande partie d'entre eux, soit des patients ARN négatifs. La prévalence du virus B et du VIH était moindre, et en termes d'élasticité hépatique, il s'agissait pour 46% d'entre eux de patients qui avaient des lésions de fibrose plutôt faibles, mais il y avait quand même 23% de cirrhose. Les facteurs de risque étaient attendus, il n'y avait rien qui soit très nouveau dans ce qu'ils ont rapporté. Il y avait un lien avec la consommation d'alcool, avec l'usage de substances héroïne et cocaïne. Et en termes de traitement, en fait, 26 patients mono-infectés par le VHC ont été évalués, 21 patients ont commencé le traitement en prison, 17 patients ont été guéris, et globalement, c'est 100% des patients traités en incarcération qui ont été guéris, et il y a 4 patients qui sont sortis ou transférés avant le traitement. Donc, cette étude, elle montre définitivement que la prison est une bonne occasion pour pouvoir traiter les patients pour l'hépatite C, surtout avec les traitements actuels dont on dispose et les traitements plus courts de 8 semaines. En termes de prise en charge du VHC et de dépistage rapide, il y a eu un très beau poster sur les tests point of care, c'est-à-dire la détection et la semi-quantification de l'ARN du VHC par l'équipe de Libre avec Stanislas Paul. Et globalement, il montre que ces tests ont une très bonne sensibilité de 98,6%, 100% de spécificité pour la détection de l'ARN du virus C parmi les patients non traités.
les tests POC identifiaient les 6 génotypes majeurs du VHC avec une limite de détection qui est de 2362 UI par ml. Et donc c'est un excellent outil pour pouvoir amener un diagnostic précoce et une prise en charge immédiate des patients sur les lieux d'usage, d'échange de seringues et de prise en charge des traitements par substitutif. Marc, enfin, je terminerai par quelques cas sur les hépatites H et les HHH qui étaient rapportés par l'équipe de Rouen, avec l'épidémie d'hépatite A liée au génotype 1A, qu'il faut connaître chez les sujets, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes avec des pratiques à risque, avec un rappel en fait des précautions qu'il faut prendre, c'est-à-dire qu'il faut considérer comme l'hépatite A comme étant une maladie sexuellement transmissible. Merci de votre attention.